chargé du ravitaillement en essence, me retrouvant du jour au lendemain le grand maître des carburants de l'armée la plus motorisée de tout le front français. Ma première impression fut une terreur panique, car je me rendais bien compte que ce service entraînerait les responsabilités les plus lourdes dès que les combats seraient engagés, et j'en ignorais les rudiments. Mais il n'y a pas de tâche d'organisation que tout homme d'un esprit un peu clair ne réussisse à remplir s'il se met sérieusement au travail. Je fus largement aidé par le long répit que l'agresseur laissa à la France entre septembre 1939 et mai 1940. Au printemps, l'ennui me reprit et je songeais sérieusement à chercher une autre affectation quand éclata le coup de tonnerre du 10 mai 1940. Je ne raconterai pas en détail les semaines qui suivirent. Malgré leur déclaration de neutralité, la Belgique et la Hollande étaient brutalement attaquées par l'armée allemande. L'armée française, qui jusque-là n'avait pas eu le droit de pénétrer en Belgique pour préparer efficacement ses lignes de défense, était appelée au secours en catastrophe. Notre poste de commandement était situé dans un lycée de Valenciennes. En attendant ce PC belge que prévoyait la manœuvre, que nous n'avons jamais pu effectuer, tout près, nous allions contempler d'un œil encore neuf les premières maisons ruinées par les premiers bombardements. Je fis plusieurs incursions en Belgique pour préparer les dépôts d'essence qui devaient appuyer notre manœuvre. Le long des routes, les mineurs du bourrinage acclamaient les autos françaises du pas de leur porte. Mais déjà de longues colonnes de civils, chassés du pays de Liège, poussaient sur le bas-côté la classique voiture d'enfants du réfugié. Plus inquiétant, les soldats belges, isolés, commençaient à se glisser à travers les villages. Après les premiers espoirs, vinrent les premières angoisses. On se mit à parler de la brèche allemande de la Meuse. Cette brèche qui s'élargissait rapidement contournait l'essentiel de nos forces et nous menaçait sur notre arrière. Il fallut tenter de ravitailler par là-bas des divisions jetées dans la bataille et tout aussitôt volatilisées. L'armée reculée vers l'ouest, l'état-major se replia le 18 mai sur Douai, puis sur Lens. Je n'oublierai jamais cette soirée du 20 mai, 10 jours à peine après le début de l'offensive. Dans la nuit tombante, alors qu'au loin fumait à Arras en feu, je vis mon chef de bureau s'approcher de moi. Je venais d'effectuer une dizaine de tentatives infructueuses pour joindre au téléphone le grand quartier général à Vincennes. Il me dit à mi-voix d'essayer plus d'appuyer. Sur une carte murale d'écolier, il désigna du doigt l'embouchure de la Somme. Les Allemands sont là. Avant de s'éloigner, il ajouta « Ne le racontez pas trop. » Nous étions cernés. L'étreinte ennemie se fit jour après jour plus pressante. Mon problème ne fut plus de ravitailler nos troupes, mais de détruire par le feu tous nos dépôts d'essence avant l'arrivée des Allemands. Toute la journée du 25 et la nuit suivante se passèrent pour moi à attendre une décision. Il n'y eut pas moins de 4 ordres et contre-ordres successifs. Le dernier, qui prescrivait de tout détruire, faillit bien ne pas atteindre le but. Mon motocycliste partit dans la nuit. Il n'arriva jamais. Heureusement, je pus réexpédier l'ordre et le grand feu s'alluma à temps. Juste à temps, car l'armée se retirait déjà derrière la Lys et de là vers la côte. Le soir du 27, j'allais trouver le général Priou, qui venait de prendre le commandement de l'armée, pour me faire confirmer l'ordre de vider, mettre hors d'usage et abandonner les camions citernes. C'est pour priver l'armée de ses dernières gouttes d'essence et je n'avais pas cru pouvoir prendre sur moi une décision aussi grave. Il me donna son feu vert et nous fit savoir que, désespérant d'assurer la retraite de 2 au moins de ses divisions, il avait décidé de rester lui-même sur place pour commander les dernières troupes qui retarderaient l'avancée.
fois ces ordres exécutés, nous partîmes dans la nuit en une longue et lente colonne d'auto. Au petit jour, nous avions à peine fait une dizaine de kilomètres pour finir par nous arrêter dans un invraisemblable enchevêtrement de camions. Il fallait finir à pied pour rejoindre le littoral. L'armée, ayant cessé d'exister en tant que telle, je n'avais plus aucun service d'état-major à remplir, mais j'étais encore responsable de nos hommes. Je devais veiller à leur embarquement. C'était la seule alternative qui nous restait. Fuir. Par le seul chemin encore libre, la mer. Fuir pour échapper à la captivité. Une véritable fièvre d'évasion s'était emparée de cette foule d'hommes, maintenant à peu près désarmés, du rivage où ils s'entassaient, voyaient les Anglais prendre le large avant eux. Je passais la journée du 30 à chercher une place pour notre compagnie. Les obus allemands rythmaient notre attente. Par chance, ces artilleurs méthodiques ne cessaient d'arroser le même point sur la gauche de l'hôtel Malo Terminus. Les premiers coups firent de nombreuses victimes, puis personne ne passa plus par là, ou seulement au pas de course. Si le tir avait été moins précis. Quel massacre sur notre